Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire qui, comme vous le savez, pour cette année, est consacrée à la Nouvelle-France. Ce soir, il sera question d'un personnage qui est entouré d'une légende noire, un personnage plutôt controversé, mais en même temps très important dans notre histoire, Louis-Joseph de Montcalm, le marquis de Montcalm, général des armées françaises en Amérique du Nord durant la guerre de 7 ans. Personnage qui est né en 1712 dans le sud de la France, tout près de Nîmes, et qui est décédé à Québec le 14 septembre 1759. Le matin, à l'aube du 13 septembre 1759, le général Montcalm apprend que son vis-à-vis, James Wolfe, 32 ans, a réussi à débarquer une partie de ses troupes à Lens-au-Foulon. Mieux encore, il a réussi à hisser une partie de ses troupes sur les hauteurs des plaines d'Abraham. Je ne l'ai jamais vu aussi triste que ce jour-là, note un témoin. On peut penser que le général Montcalm pressent que la bataille qu'il s'apprête à livrer, que la journée qu'il s'apprête à vivre, sera très dramatique. Non seulement pour lui, il ne peut pas le savoir à ce moment-là, puisqu'il va mourir des suites d'une blessure durant cette journée, mais pour le royaume qu'il représente et pour un peuple aussi, qui attend beaucoup de lui. Donc, le général Montcalm représente un empire. C'est une journée dramatique pour deux empires. Deux empires qui se font la guerre depuis 1756, la guerre de 7 ans, un peu partout à travers le monde. Certains parlent d'ailleurs d'une guerre mondiale. Or, d'un côté, vous avez la France, alliée à l'Autriche, très ancrée sur le continent européen, mais qui a, évidemment, comme vous le savez, des colonies un peu partout à travers le monde. De l'autre, vous avez la Grande-Bretagne, puissance émergente, alliée à la Prusse, une autre puissance émergente. La Grande-Bretagne qui a complété son unité politique et géographique en annexant l'Écosse en 1707. La Grande-Bretagne, à la tête de laquelle on retrouve William Pitt, un premier ministre un peu mégalomane, qui décide de tout miser sur la puissance maritime de son pays et d'attaquer la France là où elle est peut-être le plus faible, en Amérique du Nord. De sorte que Québec devient un peu le centre du monde occidental, le centre d'une guerre mondiale durant tout l'été 1759. Journée dramatique pour deux empires, puisque si l'un ou l'autre l'emporte, ça pourrait signifier la rupture d'un équilibre entre ces deux empires. Le début peut-être de l'hégémonie d'un empire sur l'autre. Journée dramatique aussi pour un peuple, notre peuple, nos ancêtres. Ceux qui ont vécu cet été 59 s'en sont souvenus longtemps. Certains l'ont appelé l'été des Anglais d'ailleurs. On a souvent dit que ce peuple était complètement indifférent à la guerre qui se faisait à ce moment-là. Ils étaient sur leur champ en train de labourer, que c'était deux armées étrangères qui combattaient l'une contre l'autre. C'est complètement faux. Entre 11 000 et 13 000 Canadiens étaient mobilisés cet été-là, des miliciens. C'est comme si aujourd'hui, 1,5 million de Québécois prenaient les armes. Ils étaient mobilisés. Pour défendre quoi? Bien, pour défendre leur terre natale, puisqu'ils étaient nés dans la vallée du Saint-Laurent. C'était leur terre. Des Canadiens aussi qui ont été attaqués à Québec. Cette ville a été bombardée pendant tout l'été. On pense qu'environ 13 000 boulets auraient été tirés sur Québec cet été-là. 530 maisons saccagées. Les petits villages aussi qui ont été attaqués un peu partout. Neuville, Baie-Saint-Paul, toute la côte du sud, de Kamouraska jusqu'à Québec, qui a été incendiée. Mais des villages qui étaient désertés, puisque les populations s'étaient retirées dans les terres, avec tous les dommages collatéraux qu'on imagine. Maladies, famine. Donc, pour ce peuple-là aussi, c'est une journée dramatique.
puisque ça pourrait signifier une forme d'inféodation, d'assujettissement à un empire hostile et étranger. Donc, on imagine le poids qui pèse sur le général Montcalm le matin du 13 septembre 1959. On imagine l'anxiété, on imagine la pression. C'était un homme bavard, le général Montcalm, mais il paraît que cette journée-là, il ne parlait pas beaucoup. Enfin, il n'a pas beaucoup parlé du voyage qu'il a fait de Beauport jusqu'aux plaines d'Abraham. Il était silencieux. Est-ce qu'il a pris les bonnes décisions, le général Montcalm? Est-ce qu'il a lancé ses troupes trop tôt à l'attaque? Est-ce qu'il a bien intégré les miliciens canadiens à son armée ou les Autochtones? Plusieurs historiens ont dit non. Plusieurs historiens l'ont critiqué. Or, un autre historien, journaliste au Devoir, lui a consacré un ouvrage très fouillé. Il nous propose une vision différente du général Montcalm, qui est un peu loin de cette légende noire dont l'historiographie nous a habitués. Son portrait, son étude très fouillée est parue il y a quelques mois à peine, chez Boréal, Montcalm, général américain, titre un peu énigmatique, on va lui demander d'ailleurs de nous l'expliquer. Donc, pour nous en parler, pour nous parler de ce personnage, donc je vous prie d'accueillir chaleureusement Dave Noël. Bienvenue. Merci. Alors, bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes journaliste, vous travaillez au Devoir. J'allais dire, vous avez un vrai travail, Oui. pas comme moi. Et vous avez quand même consacré plusieurs années de votre vie, en marge de vos activités professionnelles, à cette recherche, à cette enquête très fouillée, très impressionnante, Montcalm, général américain. Alors, il fallait beaucoup de motivation. Il fallait d'ailleurs convaincre votre conjointe que ça valait la peine, probablement, les fins de semaine, durant les vacances. Qu'est-ce qui a été la bougie d'allumage? Pourquoi vous avez voulu faire ce livre? Eh bien, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, m'a toujours intrigué. Donc, ça a été un long processus. Si on parle de bougie d'allumage, bien sûr, c'est le 250e anniversaire de la bataille des Plaines d'Abraham en 2009. Moi, j'avais fait une maîtrise sur les dommages collatéraux de la guerre de la conquête, donc sur les civils, incendies, destruction, tout ça. Et puis, en 2009, je m'attendais à ce qu'il y ait une grande étude sur la bataille des Plaines, une analyse tactique où on détermine est-ce que Montcalm a pris les bonnes décisions. Et puis, j'ai été un peu surpris de voir qu'il n'y avait pas vraiment eu ça au Québec, en tout cas. Donc, on est les principaux concernés par ce qui s'est passé sur les Plaines d'Abraham. Et puis, donc, en 2009, on devait aller du côté britannique, français, un peu américain, pour trouver des réponses à ce qui s'était produit. Donc, et puis comme je voyais, d'ailleurs, en 2009, on a réédité l'œuvre de Guy Frégault, La guerre de la conquête de 1955. Donc, on restait dans les mêmes idées qui étaient véhiculées depuis 50 ans. Et puis moi, j'avais à ce moment-là déjà tout lu plusieurs fois les lettres de Montcalm, son journal. Et puis je voyais une dissonance très forte entre le portrait qu'on avait de Montcalm chez les historiens, dans la presse, dans la mémoire collective, et ce qu'on voyait dans ses lettres. Donc, il y avait deux Montcalm qui ne cadraient pas du tout. Et puis, donc, j'ai décidé de me pencher sur la question et d'essayer de comprendre pourquoi il a agi de la sorte le 13 septembre 1759, ce qui m'a amené évidemment à revenir sur toute sa carrière, puisque Montcalm est jugé à partir de sa dernière bataille. Montcalm, en fait, il y a une seule défaite à son palmarès, mais c'en est toute une. Ouais. Et donc, on analyse souvent, presque toujours, sa carrière à partir de cette défaite-là. Donc, je n'ai pas eu le choix de remonter au début pour ensuite revenir à la bataille et faire un survol complet. Alors, parmi les clichés qui reviennent et qui habitent peut-être notre mémoire collective, on pense à un méridional un peu bedonnant, buté, un homme hautain, issu d'une vieille souche aristocratique, un homme qui n'était pas du tout familier avec le type de guerre qu'on faisait en Amérique, une petite guerre. Mm-hmm. Vous allez nous expliquer ça un peu mieux. Et on a l'impression que vous déboulonnez un à un ces espèces d'idées préconçues qu'on a sur Montcalm. Donc, si vous voulez bien, on va les reprendre à partir du début de sa vie, un à un, ces espèces de clichés. Vous allez nous expliquer pourquoi ils sont globalement plutôt faux. Mm-hmm. D'abord, le milieu de Montcalm. De quel milieu vient-il? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de la très haute aristocratie? Parlez-nous de ses origines. Oui, donc vous l'avez dit, c'est un homme du sud de la France, du Midi. On le dit verbomoteur, il parlait très vite de son propre aveu.
Donc, est-ce qu'il avait un accent? Ça, on ne le sait pas trop. Mais donc, c'est un homme de la petite noblesse provinciale. Donc, un noble, certes, marquis, comme d'autres, mais c'est pas en fait, il vient d'une famille de militaires. Son père était lieutenant-colonel. Lieutenant-colonel, à l'époque, c'était un grade qui était accordé à des officiers qui n'avaient pas nécessairement les fonds pour acheter des grades, parce qu'à l'époque, on pouvait acheter des grades. Mhm. Donc, une charge de colonel, Des offices, comme on des dit. offices, voilà. Ouais. Et puis, donc, les lieutenants-colonels, souvent, c'était des hommes de mérite qui se rendaient à un certain niveau et puis ils restaient là. Ils finissaient leur carrière comme ça. Donc, Montcalm, il est issu d'une famille comme ça. Et si on compare, par exemple, à Wolfe, qu'on associe souvent à une espèce de dynamisme du 18e siècle, Wolfe était le fils d'un lieutenant général. Donc, Wolfe partait avec beaucoup d'avance sur Montcalm. Donc, Montcalm n'était pas prédestiné à devenir un général en Amérique du Nord, un commandant en chef. Donc, il a quand même fait son chemin sur les champs de bataille. Mais à la base, c'est ça. C'est vraiment un militaire de carrière, un parmi d'autres. C'est vraiment un destin inattendu, ce qui lui est arrivé, là, pour qu'il se rende jusqu'à Québec. Et, donc, c'est ça. C'est son milieu. C'est un militaire. C'est ça. Et donc, avant d'arriver à Québec, parlez-nous peut-être de ses premiers faits d'armes, premières batailles auxquelles il participe. Et comment il se distingue? Comment expliquer qu'il se distingue ou qu'il ressort du lot? Oui, ben, Montcalm, en fait, il a eu quand même de la chance pour un militaire. Évidemment, Oui. un militaire veut aller à la guerre, veut monter en grade. Montcalm, il commence sa carrière très jeune. Évidemment, à l'époque, on commence même à 9 ans. Il était dans l'armée, mais plus ou moins. Avant qu'il devienne vraiment actif dans les grades, il a fallu attendre plus son adolescence. Donc, à 17 ans, il est capitaine. Mais ses premières campagnes, c'est dans la vingtaine. Donc là, il commence à combattre le long du Rhin. Il reste en France. C'est la guerre de succession de Pologne. Donc, il participe à des sièges, à des petites actions. Il ne se démarque pas particulièrement, mais évidemment, c'est des campagnes très lentes à l'époque. Et puis, c'est surtout dans la trentaine, fin vingtaine, début trentaine, où là, il a la chance de se démarquer pendant la guerre de succession d'Autriche, où là, il va combattre à l'extérieur de la France, donc en Bohême, l'actuelle République tchèque. Il va combattre dans le nord de l'Italie, jusqu'aux environs de Milan, c'est ce coin-là. Il va combattre donc dans la plaine, dans des montagnes. Il va vraiment avoir une expérience très diversifiée. Et là, il expérimente ce qu'on appelle la petite guerre, qui est une tactique qu'on associe beaucoup à l'Amérique du Nord, mais qui en fait était pratiquée en Europe à une échelle évidemment moindre, mais donc était pratiquée là-bas. Et c'est vraiment pendant cette guerre-là qu'il se forme. Lui, évidemment, il n'est pas seul là-dedans. Montcalm, il appartient vraiment à une génération d'officiers qui ont été formés pendant cette guerre-là, qui est très différente des autres, et puis qui va vraiment lui servir par la suite. Donc, c'est vraiment à ce moment-là. Et puis, il occupe différentes fonctions. Au début, il est officier d'état-major, donc il participe, il assiste un général d'armée, et puis il apprend vraiment comment... C'est un bon, là, maréchal de Sac, c'est ça? Non? Pas tout à fait, Non? non, c'est monsieur de la Fare, mais D'accord. un peu moins connu, mais il a D'accord. quand même l'expérience, il est vraiment au cœur des combats, Mhm. et puis il voit comment fonctionne un état-major, et ça va lui servir plus tard. Et puis, sinon, par la suite, en Italie, là, il commande plutôt un régiment. Mhm. D'ailleurs, cette fois-là, il a acheté la charge parce qu'avec par son mariage, il a pu avoir une meilleure fortune, donc il a pu, contrairement à son père, acheter un grade. Et là, il va combattre en Italie et puis il va vraiment mener des campagnes sur le terrain. Il va participer à plusieurs batailles, dont la plus importante, c'est la bataille de Plaisance, qui porte très mal son nom puisqu'il va recevoir 5 coups de sabre à la tête et aux épaules. Donc, il est vraiment blessé. Il est même capturé. Et puis, il va être échangé. Ensuite, il retourne au combat. Donc, c'est vraiment un homme de terrain. Loin de l'image qu'on a de lui, qui est plutôt un général de salon, qui a Un gagné ses grades. aristocrate poudré et courtisan. Tout à fait. C'est ça, c'est pas tout à fait son cas. Non, pas vraiment, non. 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 C'est important de le dire aussi parce que, là, je ne veux pas qu'on rentre dans le détail encore parce qu'on va y revenir, mais comparativement à Vaudreuil, qui est quand même le gouverneur général, qui est théoriquement sur papier le chef des armées, Vaudreuil n'a pas cette expérience militaire. Tout à fait. Vaudreuil, évidemment, c'est ça, le gouverneur de la Nouvelle-France au moment où Montcalm arrive en Amérique. Lui, il n'a pas eu cette chance-là. Il a grandi dans la longue paix qui sépare la guerre de succession d'Espagne de la guerre de succession d'Autriche, donc entre 1713 et 1741-42. Lui, il évolue dans une période de paix. Donc, on n'est même pas certain s'il a participé à un combat en tant que tel. Mais il gravit quand même les échelons. Et puis, lui, il est vraiment bien réseauté à Versailles, notamment. Et puis, il va monter. Donc, il n'a pas eu la chance que Montcalm a eue. C'est presque lui qui est plus le courtisan, à la limite, si je suis votre raisonnement. À la limite, oui. Même si c'est un Oui. Canadien. Évidemment, oui.
Ouais. il faut éviter de verser dans le... Oui, dans les caricatures. Mais quand même, c'est assez amusant de le constater parce qu'on a tellement décrit Montcalm en aristocrate et Vaudreuil, on l'a dépeint en homme né au pays, qui s'est fait lui-même, alors que c'est plutôt l'inverse. Si on avait à choisir Ouais. d'attribuer les rôles, on ferait Vous l'inverse. voyez, c'est ça, dans son livre, là, on reste surpris, mais c'est vrai que vu comme ça. Ensuite, quand vient le moment de choisir un général pour aller en Amérique, parlez-nous du contexte de cette décision. Qui prend cette décision? Pourquoi on pense à Montcalm? Donc, c'est un peu mystérieux. On n'a pas tous les documents qui nous permettent de savoir exactement quel était le processus de sélection. On sait qu'il y a eu des entrevues à Ah, il y Versailles, a eu des entrevues. plus ou moins formelles. On sait que Montcalm, à un moment donné, se tenait à Paris, Versailles, puis il s'est fait interroger par le ministre de la Guerre. Donc, il a été sélectionné après une discussion. Donc, il avait postulé. Non, lui, il dit que non, mais donc il était quand même intéressé, un peu, Mhm. peut-être comme Washington d'ailleurs, avant la Révolution américaine, qui traînait un peu partout en espérant. Mais donc, Montcalm, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est ça. Il y avait un intérêt quand même, mais donc il a été choisi. Lui, évidemment, il a une expérience de petite guerre. Mhm. Comme je disais tout à l'heure, il a vraiment combattu. À la fois, il s'occupait de la surveillance des lignes de ravitaillement de l'armée, donc il était confronté à des partisans piémontais, donc italiens. Il a combattu la cavalerie hongroise dans la plaine de Bohême. Donc, des partisans qui n'étaient pas formés comme des C'est militaires ça. traditionnels. Partisans, on parle évidemment d'escarmouches, C'est ça. d'attaques surprises. Voilà. Voilà. Donc, lui, il avait quand même une expérience. Qu'ils pouvaient invoquer. Oui, voilà, qu'il pouvait évoquer. Et puis, ça a facilité sa sélection, et d'autant plus que son prédécesseur était un peu trop audacieux. Et d'ailleurs, il a été capturé, le baron de Diesco. Et puis, Montcalm, peut-être un peu plus prudent que Diesco. Donc, lui, ça a peut-être joué en sa faveur. On voulait un général qui finirait pas comme le précédent, c'est-à-dire après une soixantaine de jours qui se fait capturer. Donc, on voulait quelqu'un de plus stable. Oui. Un mot sur la personnalité de Montcalm. Décrit, je le disais, un peu comme un personnage hautain et un peu obstiné. Qu'en est-il? Vous avez passé là, des années à lire son journal, à lire des gens qui parlent de lui. Quelle personnalité ressort des archives? Comment, si on le rencontrait, il aurait l'air de quoi comme personnage? Pas physiquement, j'entends. Oui, oui. Bon, physiquement, on peut déjà savoir. Oui. Il n'était pas très grand, ça, on le sait. Peut-être un petit embonpoint, léger, mais pas marquant. Mais donc, c'est quelqu'un, évidemment, on le connaît par ses lettres, par sa correspondance, qui lui servait beaucoup de défouloir. Donc, est-ce qu'il était vraiment comme ça en permanence, en parole? On peut en douter. Mais c'est quelqu'un, on sait beaucoup, on sait comment les gens le percevaient après sa mort parce que les gens ont gardé un bon souvenir de lui. C'est pas tous, évidemment, peut-être pas Vaudreuil, mais ses collègues proches ont gardé, l'appréciaient beaucoup. Donc, c'est quelqu'un visiblement chaleureux, assez loyal. Donc, Assez à l'écoute. oui, voilà, qui n'était pas fermé, d'ailleurs moins fermé sans doute que Lévis, son second et successeur, dont on a dit beaucoup de bien. Mais donc, c'était quelqu'un qui me semble assez intéressant dans le sens que donc quelqu'un qui avait beaucoup d'esprit dans les salons. Il avait aussi, quand il côtoyait les alliés autochtones, eux-mêmes reconnaissaient qu'il avait de l'esprit dans ses discours, dans ses harangues. Donc, c'est vraiment ses qualités oratoires qui pouvaient le démarquer. Oui. Alors, je me suis peut-être un peu avancé tout à l'heure quand j'ai dit que Québec, durant l'année 59, mais durant la guerre de 7 ans, enfin, la vallée du Saint-Laurent était un peu au centre d'une guerre mondiale. Est-ce que peut-être nous dire un mot sur le contexte? Pourquoi la Nouvelle-France et pourquoi la vallée du Saint-Laurent est un endroit si stratégique pour cette guerre de 7 ans? Bien, évidemment, la Nouvelle-France est beaucoup centrée sur la vallée du Saint-Laurent. C'est le cœur du peuplement de la colonie. Donc, on parle d'à peu près 60 000 habitants sur les 80 000 de la Nouvelle-France qui sont concentrés dans la vallée du Saint-Laurent. Et le reste tient beaucoup à partir de ce cœur-là. Donc, on envoie des miliciens dans les pays d'en haut, qui à l'époque sont plutôt les Grands Lacs et non pas les pays d'en haut de Donalda. Donc, et aussi la vallée de l'Ohio, donc l'Acadie, tout ça tient grâce aux miliciens canadiens et aux alliés autochtones et beaucoup les soldats français qui sont envoyés dans la colonie. Donc, Québec a un rôle fondamental parce que c'est la porte d'entrée de la colonie. C'est par là que les renforts arrivent, les vivres, tout ça qui permettent d'approvisionner un peu tout le monde, finalement. Et puis, pourquoi la Nouvelle-France est importante?
La Nouvelle-France, c'est une colonie de peuplement, mais c'est aussi le rempart des colonies françaises et espagnoles de l'Amérique du Nord contre les colonies britanniques qui sont concentrées entre la côte atlantique et les montagnes Appalaches. Donc, la Nouvelle-France sert vraiment de colonie comment dire, c'est vraiment un rempart pour empêcher la progression britannique. Et puis, évidemment, les frontières à l'époque, les arpenteurs ne sont pas encore passés dans le coin. Donc, il y a beaucoup de délimitations floues. Et puis, un échange de coups de feu arrive assez rapidement au milieu des forêts de l'Ohio. Donc, c'est comme ça que la guerre a éclaté dans la vallée de l'Ohio, qui est à la jonction du Canada, la Louisiane, Virginie, Pennsylvanie. Et puis, à partir de là, la guerre, comme il y avait déjà des différends entre la France et l'Angleterre en Europe, entre l'Autriche et la Prusse, rapidement, ça a été comme un effet papillon. Là. Ça s'est transmis et puis la guerre a éclaté. Et c'était la première fois qu'une guerre, on peut dire mondiale à certains égards, démarrait dans une colonie et non pas l'inverse. Parce qu'en général, la guerre, ça partait d'Europe et ça venait dans les colonies. Là, c'était plutôt l'inverse qui s'est produit. Alors donc, il obtient sa décision, enfin, il apprend qu'on le choisit, il est sélectionné. Quels sont les effectifs? Est-ce qu'il a des demandes particulières par rapport à la couronne, par rapport au gouvernement? Et quand il arrive, à quoi ressemble son armée? Donc voilà, Montcalm, évidemment, il est nommé commandant des troupes de terre. Ça, c'est un premier point important. C'est compliqué parce qu'à l'époque, il y a deux types de troupes en Nouvelle-France. On a les troupes de terre qui relèvent du ministère de la Guerre, et on a les troupes de la marine qui relèvent du ministère de la Marine. Donc, c'est un peu particulier. On a comme deux armées parallèles, mais qui ont les mêmes principes, là, ils suivent les mêmes règlements. Mais comme les colonies relevaient du ministère de la Marine, c'était la Marine qui, au départ, était chargée d'envoyer des troupes dans les colonies. Et d'ailleurs, Vaudreuil, lui, il a progressé à partir des troupes de la Marine, tandis que Montcalm, au même moment, lui, il montait les échelons dans les troupes de terre. Donc, Montcalm est envoyé ici, mais lui, il commande toutes les troupes, en fait, que Vaudreuil lui confie. Le gouverneur général, donc, lui dit à Montcalm, allez à tel endroit, je vous donne telle troupe et vous allez faire ceci, cela. Et donc, notamment, en plus des troupes de terre de la marine, Montcalm dispose des miliciens canadiens. Donc, tous les hommes valides de la colonie peuvent être levés pour une campagne. C'est un système de rotation, donc ce n'est pas tout le monde qui y va en même temps, parce que ça ne serait pas tenable de toute façon, parce que les miliciens doivent aussi travailler au champ. Donc, on ne peut pas les lever tous en même temps, sauf en cas exceptionnel, comme on va voir en 1759. Mais les miliciens, contrairement à l'image qu'on a aujourd'hui, ne sont pas tous au combat. Souvent, ils servent de manœuvre pour le transport, conduire les canaux. Donc, ce n'est pas tous des combattants expérimentés. Il y a un noyau dur qui est un peu l'équivalent des Rangers, même souvent meilleur, qu'on dit. Mais ce ne sont pas tous comme ça. C'est important. Ouais. Et puis, en plus de ça, il y a les alliés autochtones. Donc, c'est ça, c'était quand même nouveau pour lui. Ça, c'est tout à fait nouveau. Quoique, Montcalm avait connu les armées coalisées franco-espagnoles en Italie. Donc, il savait c'était quoi gérer des différents des liés. cultures militaires Oui, différentes. c'est ça. Et puis, ça se chicanait beaucoup entre les Français et les Espagnols. Donc, il était un peu préparé. Évidemment, c'est pas comparable, mais surtout que les Autochtones, eux, ils sont là à titre d'alliés. Donc, Montcalm, comme commandant général, doit négocier constamment. Si un groupe de 8 guerriers d'une nation vient le voir pour lui dire nous, on veut s'en aller, il doit parlementer pour qu'il reste. Et puis, donc, l'officier général a vraiment un rôle. C'est étonnant quand on lit ça pour la première fois, les lettres. On le dérange vraiment pour des choses très pointues, des détails infinis. Et puis, donc, c'est vraiment prenant comme charge. Et pas seulement Montcalm, Lévis aussi. Tous les officiers qui sont au front, aux frontières, ont une charge de travail très lourde. Ouais. Et puis, donc, c'est vraiment un peu le portrait de son armée, une armée très, très bigarrée. Oui, puis les Autochtones n'obéissent pas comme ça au doigt et à l'œil de la même façon que les soldats de l'armée régulière. Parlez-nous un mot sur son état-major, qui est quand même pas rien. C'est Lévis et c'est Bougainville. Peut-être un mot sur ces deux personnages. Comment il travaille avec eux? Comment ça fonctionne? Oui, donc Montcalm, lui, quand il arrive en Amérique, il a 44 ans, donc un peu plus vieux que les autres. Il y a Lévis, Bourlamaque, qui sont deux officiers dans la trentaine. C'est justement Lévis, il a côtoyé Montcalm en Bohême, donc dans les campagnes de la guerre de succession d'Autriche. Donc, c'est des officiers qui ont été formés à la même école. Et puis, c'est un bon noyau d'officiers. On va le voir par la suite.
Bourlamaque, qui est d'ailleurs est très efficace. Au début, Montcalm est un peu incertain par rapport à lui, mais il finit par vraiment l'apprécier. Et puis, il y aurait un bon débat à faire. Est-ce que Bourlamaque était supérieur à Lévis? Parce que je sais que Lévis est un officier très populaire dans Oui, l'historiographie, il est dans la devenu mythique mémoire, un peu, là. mythique, mais il y aurait une bonne discussion. Et aussi, Montcalm, lui, comme général, il a des aides de camp. Donc, un aide de camp, c'est un officier qui va, c'est comme un peu un messager, Ouais. et c'est souvent un secrétaire. C'est souvent quelqu'un de plus jeune. Oui, en fait, c'est ça. Montcalm lui-même avait été aide de camp pendant la guerre de succession d'Autriche. Donc, c'est souvent un tremplin parce que l'aide de camp a un grade. Et puis, rapidement, le général peut lui confier des troupes. Donc, c'est un poste assez important d'influence. Et puis, parmi eux, il y a Bougainville, Louis-Antoine de Bougainville, qui est très célèbre encore aujourd'hui, surtout en France, parce que c'est le premier Français qui fait le tour du monde dans les années 1760 et par la suite. Il va aller à Tahiti, tout ça. C'est un homme de Ou un science. homme de sciences, mathématicien. Quand il arrive au Canada, il est déjà membre de l'Académie royale de Londres. Ah, et puis, il n'y a même pas 30 ans. Je crois C'est qu'il a ça, c'est vraiment 28 ans. une étoile filante. Et Ouais. il est rentré dans l'armée vraiment tardivement, d'ailleurs, parce Ouais. qu'il avait d'autres occupations. Et puis Montcalm le prend sous son aile et il va vraiment l'aider à progresser. Alors, donc, peut-être avant d'entrer sur la guerre proprement dite, peut-être faire le point sur cette fameuse rivalité avec Vaudreuil. Alors, quelle lecture vous faites de cette rivalité dont on a tellement parlé pour justement expliquer peut-être les maladresses de Montcalm, mais c'est quoi votre bilan de cette rivalité entre le gouverneur général Vaudreuil et le général Oui. Montcalm? Mais ça, évidemment, c'est un des plus grands classiques de notre historiographie. François-Xavier Garneau, déjà dans les années 1840, est déjà en train de se creuser la tête pour quel parti il va prendre. Au début, d'ailleurs, il est plutôt Montcalm. Ensuite, il tourne vers Vaudreuil. Donc, donc, on a un grand classique. On a le Canadien, Vaudreuil, contre le Français, Montcalm. Et puis, les deux sont des marquis. Les deux ont des postes comment dire, qui s'empiètent un sur l'autre. Et puis la tentation est forte souvent de nos jours chez les historiens de dire on les renvoie dos à dos. Donc ils se valent les deux, c'est pareil, ils se chicanent tout le temps, on les renvoie dos à dos. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, comme on disait tout à l'heure. Montcalm, lui, a une expérience militaire très, très poussée. Donc il a vraiment les qualifications pour remplir son rôle. Vaudreuil, c'est davantage un administrateur. Il n'a pas eu l'occasion de combattre. Donc il se retrouve en 1755, quand il est nommé gouverneur de la Nouvelle-France, il n'a pas les capacités pour le faire, honnêtement. Et puis, on le voit sur le terrain. Souvent, il pose des questions un peu de base. Ça, c'est les officiers le constatent, mais pas seulement Montcalm. Et puis, Vaudreuil, souvent, il donne des ordres à des compatriotes, des Canadiens, de Léry, par exemple. Et puis l'officier canadien lui demande d'autres ordres parce qu'il ne comprend pas ce que Vaudreuil veut dire. Et puis donc, ce n'est pas seulement Montcalm qui a ces problèmes-là, c'est vraiment c'est partagé. Et puis, évidemment, Vaudreuil, comme tout, souvent on voit ça en histoire, en fait, il a fait quand même des bons coups. C'est pas tout à fait sombre. La première campagne, la campagne d'Oswego, il l'amène comme il se doit. Mais il y a aussi certains facteurs de chance qui l'ont favorisé. Mais plus la guerre se prolonge, plus on voit ses failles, plus on voit ses lacunes, et puis des conséquences très importantes qui vont mener au désastre à la fin. Alors justement, on va parler maintenant de peut-être la première phase, le premier versant plutôt glorieux. Oswego, William Henry, 1757, évidemment Carillon, la grande victoire de Carillon. Peut-être nous dire un mot sur la façon dont Montcalm, d'intégrer à son armée les miliciens et les Autochtones en termes opérationnels. Un mot, vous avez beaucoup réfléchi à ça. Est-ce qu'il a erré à ce point-là? Est-ce qu'il s'est bien pris? Est-ce qu'il a fait une bonne lecture des choses? Parce qu'on sait que ça va jouer le matin du 13 septembre. Ouais. Donc, un mot là-dessus. Oui, en fait, Montcalm, évidemment, c'est ça. Il faut faire attention de ne pas avoir une vision hermétique des tactiques. C'est pas vrai qu'en Amérique, on se bat seulement à l'américaine et en Europe, à l'européenne. Donc, les deux tactiques sont employées sur chaque continent. Et puis, Montcalm, lui, quand il arrive ici, il garde ses régiments pour combattre en ligne. Et sur ses flancs, il déploie ses troupes irrégulières, donc les Autochtones, en avant-garde, en éclaireur. Et puis, les Canadiens aussi, plus vers la fin, mais au début aussi quand même. Et puis, donc, ils mélangent les deux tactiques. C'est vraiment une combinaison. Et puis, c'était nécessaire d'avoir des troupes régulières de professionnels pour prendre des forts. Évidemment, les Amérindiens ne pouvaient pas s'emparer d'une fortification. Les miliciens non plus n'étaient pas formés à ça. Et puis donc, ça prenait vraiment un mélange des deux. Et lui, il réussit à
à cumuler les deux. Et ce qui le frappe vraiment à sa première campagne en 1756, c'est la terreur qu'inspirent les Amérindiens chez les Britanniques, chez les Anglo-Américains. Sont vraiment effrayés à un point qui le frappe beaucoup. Et par la suite, il va vraiment utiliser cette facette-là psychologique pour les faire apparaître au bon moment, pour donc semer la panique. Et puis d'ailleurs, à Québec, en 1759, il va vraiment dire à Lévis, son second, mettez-en un peu partout pour qu'on les voie. Parce que ça fonctionne, c'est vraiment une arme psychologique très, très forte. Évidemment, ça découle de faits réels. On ne peut pas le nier, des massacres. Il y a eu beaucoup d'attaques autochtones le long des frontières des colonies, et puis des enlèvements. Mais il y a aussi, ça a été un peu exagéré par la littérature, la propagande, évidemment, anglo-américaine ne s'est pas gênée pour reprendre ça et le pousser à l'extrême, notamment le massacre de William Henry, qui nous a donné un très bon roman, d'ailleurs. Ben, peut-être, oui, mais peut-être un mot là-dessus. Donc, un mot sur ces premières grandes victoires, Oswego, William Henry, Carillon. Qu'est-ce qu'on doit retenir de justement ces opérations et qu'est-ce que ça révèle de Montcalm, autant au point de vue de ses qualités que peut-être ses limites? En fait, on voit que c'est un général qui, dès le départ, il donne des conseils à ses subalternes pour donc les petits partis qu'il envoie un peu partout autour de lui. Il rappelle à ses officiers de ne pas cacher les canaux aux mêmes endroits. Donc, on voit vraiment qu'il est prêt, dès le départ, à livrer ces combats-là, à livrer ces tactiques-là. Et puis, Oswego, évidemment, c'est une campagne marquante. Il s'empare d'un fort, il s'empare même d'une marine de guerre, il prend des navires qui sont au mouillage. William Henry, en 1757, là, c'est vraiment, il détruit un avant-poste britannique. Et puis, Carillon, ça, c'est vraiment son fait d'armes. Et c'est devenu un peu, d'ailleurs, c'est un peu accidentel parce qu'il n'avait pas toutes les troupes qu'il avait besoin pour faire pour mener bataille. Et puis, avec 4 000 hommes, il en repousse, ça peut varier, entre 14 et 16 000. Donc, c'est vraiment une bataille énorme. Et puis, d'ailleurs, on peut penser que la bataille de Carillon, en fait, c'est les Britanniques qui attaquent son camp retranché. C'est des troncs d'arbres avec des sacs de sable sur le dessus. Et on peut penser que ça lui a été inspiré par la bataille du col de l'Assiette en Italie, où lui, il avait été dans la position inverse. C'était lui qui avait attaqué une position retranchée très forte. Et ça avait été un désastre. Mais lui, évidemment, en tant qu'officier, ce n'était pas le commandant à ce moment-là. Mais donc, à Carillon, en 58, il prend des bonnes décisions. Et puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en 58, après sa victoire de Carillon, comme avec Vaudreuil, ça va très mal, ils sont vraiment ils écrivent chacun leur ministre respectif pour critiquer l'autre. Ils demandent son rappel. Il veut repartir en France. Et on peut imaginer que, la mémoire qu'il aurait aujourd'hui s'il avait obtenu son rappel juste après Carillon. Là, ça serait un Lévis puissance 1000. Oui. Incroyable. 1758, donc, il y a cette victoire de Carillon, mais là, le vent tourne. Donc là, c'est la chute de Louisbourg, c'est Fort Frontenac. Donc là, on sent que là, le vent tourne en Amérique du Nord. Et durant l'hiver 58-59, Montcalm envoie Bougainville demander du renfort. Hein? Il l'envoie à Versailles, il y a ses entrées, pour demander du renfort. Quel est à ce moment? Là, on le sait que les Anglais vont remonter le Saint-Laurent durant l'été 59, on le sait. Qu'est-ce qu'attend Montcalm de Versailles, de Paris, à ce moment-là? Comment stratégiquement voit-il les choses? Montcalm, lui, le siège de Québec, il l'anticipe dès 1757, donc 2 ans avant que ça se produise. Il parcourt la région de Québec, il va à Beauport, il va jusqu'au Cap Tourmente, à l'extrême, vis-à-vis l'île d'Orléans. Donc, il va vraiment très loin, il se promène. Il développe un plan, et un plan de défense, un plan de fortification qui ne se limite pas seulement à Beauport, comme ça va être à la fin, mais qui s'étend vraiment beaucoup tout le long du Saint-Laurent. Donc, et pour ça, il a besoin de renforts, il a besoin de nouvelles troupes, et il a surtout besoin de vaisseaux de guerre, donc des navires avec vraiment des gros navires armés pour rivaliser avec la flotte britannique. Il n'en demande pas beaucoup, il en demande une dizaine, puis il pense qu'avec ça, il peut bloquer la voie maritime de l'époque du Saint-Laurent. Parce qu'évidemment, c'est une voie qui est très périlleuse, il y a eu beaucoup de naufrages, les Britanniques ne connaissent pas le fleuve. Donc, c'est vraiment un plan. Ils ont eu des déboires dans le passé, justement. Oui, c'est ça, Phipps, Walker. Ouais. Et puis donc, il mise beaucoup là-dessus. Il fait des demandes très ciblées. Il veut de la qualité plutôt que la quantité, parce qu'il sait très bien que les Britanniques ont le double de navires et même plus, et que le blocus est très hermétique autour des ports de France, à l'entrée du golfe du Saint-Laurent. Donc, il n'est pas naïf, il demande ça.
Et puis aussi, il demande la permission, si jamais ça tourne mal, que Québec tombe, de pouvoir se replier en Louisiane pour continuer les combats. Donc, Louisiane, pays d'en haut, Grand Lac, si ça tourne mal, il veut avoir l'autorisation. D'évacuer toute la population. Pas la population, d'évacuer l'armée. D'accord. Oui, oui. Mais donc, l'idée de tout ça, c'est de... Parce qu'en fait, la vallée du Saint-Laurent, il y a une seule place forte, c'est Québec. Québec a des remparts. Le reste, une fois que Québec est tombé, jusqu'à Montréal, puis même Montréal, c'est entouré d'une fortification désuète, pratiquement dès sa construction dans les années, au début du 18e siècle. Donc, il veut préserver la population des horreurs de la guerre. À l'époque, c'est vraiment une crainte qui est très présente. Une fois qu'une armée étrangère est entrée dans le pays, elle peut commettre des exactions. Donc, il y a cette crainte-là. Lui, il veut avoir l'autorisation de se retirer pour préserver la population. Donc, mais il demande quand même des renforts parce qu'il croit qu'il peut tenir Québec avec l'aide de la marine de guerre. Oui, et comme vous le dites, il mise aussi sur la géographie. Oui, voilà. Il croit que... Et là, justement, quand là, les renforts, finalement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Évidemment, il y a un changement de ministre qui arrive à Versailles. Et puis aussi, là-bas, on développe un projet un peu utopique de débarquement en Angleterre. Donc, on pense qu'on va avoir, en rassemblant tous les navires, on va être capable de prendre le contrôle de la Manche assez longtemps pour débarquer les troupes et puis régler la guerre en un coup, comme on peut dire, un coup de circuit. Donc, tout régler comme ça, en débarquant directement en territoire britannique. Et donc, jusqu'en 1758, la France envoyait toujours des navires. Ils ne se rendaient pas toujours, des fois, ils étaient interceptés, mais ils envoyaient suffisamment de navires pour que la colonie se maintienne. Louisbourg est tombé, notamment parce que les navires ne se sont pas tous rendus, mais il y a eu l'envoi quand même de navires. Donc, en 1959, Montcalm peut s'attendre à ce que Versailles continue, envoie son contingent de navires. D'ailleurs, la France va en envoyer dans les Antilles en 1959, donc c'était pas utopique de penser que ça pourrait arriver. Mais malheureusement, donc, ces navires-là sont gardés dans les ports de France pour ce projet-là, qui va être une catastrophe. La flotte française va être détruite à la fin de l'été 1959. Et donc, la France perd sur tous les plans. Mais Versailles demande à Montcalm et Vaudreuil de conserver un morceau de territoire pour qu'à la paix, aux négociations de paix, on puisse récupérer le reste si jamais... mais ça prend quand même un morceau. Il ne faut pas tout perdre. Si on perd tout, c'est beaucoup plus difficile de récupérer la colonie, comme on va le voir d'ailleurs. Alors, et quel est le plan des Anglais? Donc, quelle est la stratégie des Anglais? Donc, ils remontent le Saint-Laurent, mais concrètement, comment pensent-ils s'y prendre pour remporter la mise? Bien, la stratégie, c'est d'attaquer sur toutes les frontières en même temps. D'abord, bloquer les renforts à l'entrée du Golfe, envoyer un corps expéditionnaire à Québec pour prendre la ville, un autre qui remonte la vallée de l'Hudson jusqu'au lac Champlain pour envahir dans la direction de Montréal, et une troisième force qui est dirigée vers Niagara. Donc, pour faire une espèce de diversion, mais aussi c'est vraiment la clé des pays d'en haut à ce moment-là. Donc, c'est une attaque sur 3 fronts. Et puis, on espère qu'avec ça, Montcalm va être obligé de disperser ses forces et il va être battu partout en même temps. Et puis, donc, c'est vraiment ça le plan pour 59. Alors, donc, il remonte au printemps, Wolfe, les troupes de Wolfe. On l'aperçoit au Bic. Il paraît qu'on allume des feux le long du Saint-Laurent pour avertir les autres petits villages. Que fait Montcalm pour se préparer à l'arrivée des Anglais? Oui, donc Montcalm, au départ, il est à Montréal. On le rappelle, il descend le fleuve jusqu'à Québec. Le temps que la flotte arrive, il a quand même quelques semaines pour préparer le terrain. Donc, le projet qu'il avait soumis à Vaudreuil et à Versailles de fortifier la région de Québec est amputé du projet qui était plus le long de la voie maritime. On se contente de fortifier. On va au plus vite, finalement. Donc, la baie de Beauport, les battures de Beauport sur 10 km. Donc, ça va de la rivière Saint-Charles à la rivière Montmorency, la chute, tout ça. Donc, on fortifie les 10 km de côte avec des redoutes, donc des petits postes de terre et de bois. Et puis, on aménage une seconde ligne pour si jamais la première tombe. Et on fortifie aussi Québec, parce que Québec, on a les remparts, mais les remparts ne sont pas complets. C'est-à-dire que les remparts sont comme aujourd'hui. On a un mur, tout ça, mais on n'a pas d'avant-poste, parce qu'à l'époque, il n'y a pas seulement un mur comme ça prend vraiment d'autres ouvrages devant qui retardent l'ouverture d'une brèche dans le dernier rempart. Donc, on considère à l'époque que Québec n'est pas une fortification autonome prête à subir un siège, d'autant plus que souvent, quand une ville est encerclée, faute de vivres, on capitule assez rapidement. Donc, Montcalm, lui, ce qu'il veut, c'est tenir le coup tout le long de l'été pour que fin septembre, début octobre,
les navires britanniques soient obligés de repartir à cause des glaces. Et donc, sans port, les Britanniques ne peuvent pas demeurer dans la colonie. Donc, c'est vraiment ça le plan, c'est de tenir la côte et de vraiment garder le fleuve comme une ligne de front. Le Saint-Laurent sert vraiment un peu de rempart aquatique. Et puis, on va permettre à Wolfe d'aller à l'île d'Orléans, sur la rive sud, à la pointe de Lévis, mais on va garder vraiment la position comme ça. C'est vraiment Donc, ça le c'est plan. une stratégie défensive. Oui, oui. Parce Tout que à fait. jamais on pense attaquer Wolfe là où il se trouve. Il y a quand même des projets d'attaque. Mais il ne Ouais. faut pas oublier une chose, c'est que donc, 59, il n'y a pas seulement Québec, il y a aussi des armées qui sont au sud de Montréal, dans les Grands Lacs, qui doivent, eux, se replier graduellement pour gagner du temps. Et puis, Québec, c'est vraiment la place où on concentre le maximum de troupes, mais c'est une armée de miliciens. Là, on est vraiment dans les levées massives. On lève jusqu'à 12 000 miliciens. C'est vraiment énorme. Mais quand on parle de miliciens, 12 000, ça comprend des vieillards, des adolescents, des gens qui ne sont jamais allés à la guerre, ou s'ils sont allés, on fait du canotage. Donc, c'est pas des, il y a un petit nombre de gens aguerris. Et évidemment, le camp retranché de Beauport a cet avantage-là qu'il offre un environnement sécurisant pour ces gens-là. Parce qu'évidemment, quand on parle de mobilisation massive, on a besoin d'officiers pour commander ces gens-là. L'armée en fournit, les troupes de terre, les troupes de la marine, mais on doit piger un peu partout pour essayer de trouver des commandants. Et souvent, le capitaine de milice, ce n'était pas toujours un officier expérimenté, c'était plutôt Un notable. un notable, Ouais, un bon ouais, habitant. c'est ça. Et puis là, il se retrouve à la guerre en train de commander ses voisins. Ouais. Et puis, ça ne tourne pas toujours très bien. C'est ça. Il Non. faut comprendre, cet élément-là, c'est très important. Et puis, Montcalm, sur son armée d'à peu près 13 000 hommes, il y a 2 000 soldats réguliers. Wolfe a 10 000 hommes et il y a 10 000 soldats réguliers. C'est vraiment deux armées complètement différentes. Il ne faut pas seulement regarder le nombre, il y a vraiment Ouais. la qualité. Et outre ça, l'armée de Wolfe, c'est des professionnels, donc ils ont des armes de militaires de meilleure qualité. Ils ont des munitions uniformes. Ce n'est pas des armes de chasse avec des armes de... C'est vraiment plusieurs aspects comme ça. Donc, le plan de Montcalm de se tenir à Beauport, ça a plusieurs avantages considérant l'armée qu'il a entre les mains. Il ne peut pas faire... c'est sûr qu'il aimerait avoir une armée avec plus de professionnels pour pouvoir manœuvrer, mais il n'a pas ces troupes-là. Mais il a quand même des projets d'attaque tout au long de l'été 59, mais qui ne pourront pas avoir lieu pour différentes raisons. Et justement, peut-être nous dire un mot. Vous avez étudié dans votre mémoire de maîtrise les effets sur la population civile, mais quelles sont les principales activités de l'armée britannique? Quand l'armée britannique est incapable de débarquer, ils font une tentative à Montmorency, ça ne fonctionne pas. Ils vont jusqu'à Neuville, ça ne fonctionne pas non plus. Ils essaient, ça ne fonctionne pas. Donc, mais ils vont faire autre chose. Pourriez-vous nous résumer ça rapidement? Oui. Quelles sont les activités durant l'été 59? Donc, Wolfe, il arrive à l'île d'Orléans, il installe un camp à la pointe. Ensuite, il s'installe à la pointe de Lévis, où là, il installe ses canons pour bombarder Québec. Là, c'est vraiment une démolition en règle, on détruit la ville. Et puis par la suite, il s'installe à l'est de la chute Montmorency. Et là, il attend, parce que lui, évidemment, il compte sur l'aide du général Amherst, le fameux général Amherst, qui, lui, doit arriver du lac Champlain. Et donc, il espère du sud, que tôt ou tard, Montcalm devra envoyer des troupes au sud pour ce qui va lui permettre, lui, d'attaquer Montcalm avec avantage. Et là, le temps passe, il décide quand même d'attaquer. Donc, il y a la bataille de la Montmorency du 31 juillet, où là, il se fait complètement battre. Donc, le système fonctionne, le système défensif de Montcalm est efficace. Et puis, comme il voit que ça ne fonctionne pas, il décide de brûler les fermes. Tous les territoires qui sont sous son contrôle sont incendiés, les paroisses, sauf les églises, évidemment. On ne veut pas déclencher une guerre de religion, on s'entend. Mais donc, il détruit en espérant que les miliciens de l'armée de Montcalm décident de déserter, ce qui n'arrivera pas, en fait. Mais c'est ça. Donc, tout y passe. C'est vraiment la région actuelle de Charlevoix, la côte du Sud, l'île d'Orléans en partie. Et puis, ça va au sud, assez loin. Bon. Arrivons à la journée fatidique. Donc, le matin du 13 septembre, est-ce que Montcalm est surpris lorsqu'il apprend que Wolfe est débarqué à L'Anse-au-Foulon? Est-ce qu'il s'y attendait? Est-ce que c'est un lieu? Parce que ça, ce n'est pas clair dans les sources. Quel est votre point de vue là-dessus? Évidemment, ce n'est pas une surprise. Il faut savoir que donc, Montcalm est installé à Beauport, à l'est, donc mais il y a des troupes tout le long de la falaise du Cap-Diamant et ça va assez loin, là, au sud. Donc, c'est vraiment une longue ligne de défense. Et puis, les Britanniques se promènent souvent dans les environs du Foulon, où Wolfe débarque le 13 septembre.
Donc, il y a souvent eu des fausses alertes. C'est arrivé. Et puis Montcalm a développé comment dire, un processus. Quoi faire en cas d'urgence. Donc, vraiment, on envoie un premier contingent, le deuxième part, remplace l'autre, et ainsi de suite. C'est vraiment une chaîne de postes. Et puis, au matin du 13 septembre, cette chaîne-là est enclenchée. Et puis, les troupes, graduellement, se dirigent vers la zone menacée. Et puis donc, mais rapidement, Montcalm se rend compte que c'est beaucoup plus grave que les autres fois, et que là, c'est un vrai débarquement, que c'est du sérieux. Et puis là, c'est à ce moment-là que son camarade de combat le voit et puis constate qu'il est très sérieux. Il sait très bien où il s'en va, en fait, ce matin-là, en chevauchant vers les plaines d'Abraham. Oui, parce que c'est quand même, on est en 1759, là, il n'y a pas d'autoroute. Non, Donc, il faut quand même tout faire ce chemin, c'est quand même assez long. oui. À 8 heures, il arrive sur place. Quelles sont ses options? Il voit les troupes qui sont postées. Là, vous nous dites que ça a été peut-être laminé aujourd'hui, mais il y a une butte hein, sur les plaines d'Abraham, que c'est vraiment pas l'idéal. Mais quelles sont ses options à ce moment-là, quand il arrive, Bien, les 8 évidemment, heures du matin? Montcalm, lui, il arrive, il se place juste devant les remparts de Québec. En fait, ce n'est pas une position idéale sur le plan militaire. C'est que, dans le fond, Wolfe, lui, quand il ne débarque pas son armée d'un seul coup. Il débarque en Oui, 3 vagues. c'est ça. Il n'y a pas assez de navires pour faire un seul débarquement. Donc, c'est vraiment par échelon. Et puis lui-même, il est un peu craintif parce qu'il ne sait pas à quoi s'attendre. Est-ce qu'il va être repoussé? Donc, il progresse assez lentement par rapport à ce qu'il aurait pu faire. Et puis Montcalm, de son côté, lui, il envoie toujours des renforts. Donc, les deux armées se forment sur les plaines d'Abraham, devant les murs de Québec, par échelon. Un régiment arrive, un autre arrive, un autre arrive. Et puis là, soudainement, on ne peut plus reculer. Donc, Montcalm se retrouve devant Québec, adossé au mur de Québec. Et puis, sa seule voie de sortie est sur son flanc droit. Donc, c'est par un pont qui est sur la rivière Saint-Charles. C'est une position qui est assez précaire, qui n'est vraiment pas idéale. Et puis, on a souvent dit que Montcalm aurait dû se replier derrière les murs de Québec. Disons que ça aurait été la pire option possible parce qu'il n'y a pas assez de vivres dans la ville de Québec. La ville a été évacuée, un dépôt de vivres, mais c'est vraiment pour la garnison. Et puis les magasins de nourriture sont à Beauport. Et puis d'ailleurs, une des raisons qui a permis à Wolfe de débarquer le 13 septembre, c'est qu'on attendait un convoi de vivres au même moment. Wolfe s'est faufilé, le convoi de vivres a été annulé. Et puis ça a permis le débarquement. Mais donc, ça veut dire aussi qu'on a pris des risques. On avait tellement besoin de nourriture qu'on a pris ce risque-là. Donc, il ne peut pas se replier dans Québec. Ce n'est pas envisageable. Et puis, donc, attendre les renforts, oui, idéalement. C'est ce qu'il fait pendant 2 heures. Les renforts de qui? De Expliquez-nous. Bougainville. Mais expliquez là, de quoi il s'agit. Oui, en fait, c'est que Wolfe, le 13 septembre, il débarque entre deux armées. Il débarque entre l'armée de Montcalm, qui est à Beauport, donc de l'autre côté de Québec, et l'armée du jeune Bougainville, qui est maintenant devenu colonel, qui lui est basé à Cap-Rouge, donc à l'ouest. On dit même que c'est des troupes d'élite. Oui, c'est l'élite, en fait. C'est que, dans le fond, Montcalm avait envoyé graduellement ses meilleurs soldats, les plus vifs, les plus alertes, pour poursuivre les progressions des Britanniques dans ce secteur-là. Donc, on se retrouve avec une armée qui est un peu moins forte à Beauport, mais qui est installée au camp, et puis l'armée qui est plus vive, qui est à Cap-Rouge. Donc, à peu près 5 000 hommes à Beauport, 2 000 à Cap-Rouge. Et puis, idéalement, Montcalm aimerait attaquer de deux côtés à la fois, mais les communications seront complètement rompues par Wolfe, qui est installé sur les plaines d'Abraham. Donc, il attend, il attend, il attend. Il se dit, Bougainville devrait entendre depuis le matin, parce que depuis le matin, Montcalm, lui, à Beauport, à la même distance, mais dans l'autre direction, il entend les coups de canon, les fusillades, mais Bougainville n'arrive toujours pas. Donc, Et qu'est-ce qui se serait passé? Pourquoi ça demeure le point le plus mystérieux de cette matinée-là. Pourquoi Bougainville n'est pas parti comme il aurait dû faire? Il est parti en retard. Il y a différentes explications possibles, différentes hypothèses. Mais l'histoire de la maîtresse, je peux déjà dire que c'est complètement folklorique. Comment? Il y a une histoire de maîtresse? Oui, oui, on a raconté. Les historiens de l'époque romantique disaient qu'il était chez sa maîtresse ce matin-là. Mais ça, évidemment, ça, c'est vraiment du folklore. C'est folklore, oui, tout à fait, tout à fait. Mais donc, d'autres raisons sont possibles. Mais tout ça, finalement, il est parti en retard. Montcalm décide d'attaquer au moment où ses soldats lui annoncent que de nouveaux canons arrivent sur les plaines d'Abraham. Donc, les Britanniques avaient déjà 2 canons. Il y en a une dizaine d'autres qui arrivent. Puis sur les cartes, d'ailleurs, de l'époque, on les voit, les canons qui montent graduellement. Et puis là, il se dit, si j'attends, je ne pourrai pas attaquer avec les troupes que j'ai. Donc, et le nombre, comme je disais tout à l'heure, n'est pas tout. Ça, c'est vraiment la qualité des troupes. Les Britanniques, oui, sont peut-être moins nombreux,
au total, mais ils tirent beaucoup plus rapidement. Une cadence de tir très forte, une discipline, des baïonnettes au bout de leur fusil. Les Canadiens n'ont pas de baïonnettes, donc on parle d'armes blanches au bout du fusil. Et puis, il décide de jouer le tout pour le tout. Et d'ailleurs, ses troupes demandent le combat. On a les témoignages de plusieurs personnes qui disent que les gens, les miliciens, les soldats voulaient aller au combat, et puis ils décident d'ordonner la charge. Ordonnez la charge. Racontez-nous. Eh bien voilà, il est devant ses troupes, roulement de tambour, et puis on avance. En fait, ce qui se produit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'habitations sur le champ de bataille, mais il y en a quand même une qui est sur son flanc droit. Et puis, à un moment donné, les Canadiens s'en emparent, incendient la demeure qui servait un peu de petit poste fortifié pour les Britanniques. Et puis là, il sent un élan. Là, il se dit, je dois y aller. Et puis, l'attaque commence. Rapidement, les soldats se mettent à courir, ce qui n'était vraiment pas le plan initial. Les troupes doivent marcher au pas et à la cadence du tambour. Et puis, évidemment, Montcalm ne peut pas seulement faire des fusillades, comme on peut l'imaginer. Québec, les plaines d'Abraham, c'est un pâturage qui est développé. On n'est pas dans les forêts de l'Ohio. Et puis, l'ensemble de la région de Québec est développé. C'est les plus anciennes paroisses de la colonie. On est vraiment dans c'est un champ de bataille européen, finalement, qu'on a à Québec en 1759. Donc, les tactiques de la Grande Guerre, si on veut, s'imposent. Et puis donc, rapidement, les troupes sont désorganisées. Et puis, quand ils approchent à quelques mètres de la ligne britannique, là, c'est les salves de Wolfe, et puis l'armée est complètement dispersée. Et c'est le repli général. Tout s'effondre très rapidement. Et Montcalm est blessé au cours de la retraite, donc d'une balle au rein. Oui, d'ailleurs, une balle au rein, il s'effondre. Il paraît que c'est très impressionnant pour les soldats qui sont présents. Oui, en fait, c'est ça. Les premières blessures, visiblement, ça serait possiblement la mitraille d'un canon. Donc, c'était des petites balles placées dans un sac, dans un canon. Et puis, lui, il aurait été atteint par plusieurs balles en même temps, qui l'aurait blessé au bras, à la cuisse. Et puis, mais ce n'est pas les blessures mortelles. C'est vraiment pendant la retraite. Il se retrouve de dos. Et puis là, c'est vraiment une balle qui lui transperce le rein, qui sort par le bas-ventre. Et puis, donc, il va décéder d'une inflammation le lendemain. Mais c'est vraiment la dernière blessure qui est mortelle. On ne sait pas exactement s'il y avait sa cuirasse. Il y a différentes versions, mais peu importe, elle est passée sous la cuirasse, et puis il a été maintenu sur sa monture par des soldats qui sont accourus à ce moment-là. Et puis il est ramené dans la ville où là, il n'est pas décédé sur le coup, contrairement à Wolfe qui est décédé, il a reçu une balle au poumon, il est décédé en quelques minutes. Lui, il va survivre jusqu'au lendemain matin, 14 septembre. Est-ce qu'il est conscient pour donner des ordres ou il est même capable de signer. Donc, il a signé des lettres. C'est vraiment une blessure qui est très douloureuse, apparemment, parce que ça, on reste très conscient. C'est comme un coup de poignard. Ça, c'est un docteur qui s'était penché sur la blessure de Montcalm dans les années 40, qui avait fait une analyse très détaillée de tout ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là. Donc, c'est vraiment une douleur très, très pénible. Donc, le général Montcalm meurt. Et là, la légende noire commence. Oui. C'est-à-dire que, est-ce que ce n'est pas un peu fatal que les vaincus ont ce type de légende noire qui va leur courir après? Est-ce que ce n'est pas un peu fatal? Ou est-ce qu'il y a un peu de malveillance ici et là? Donnez-nous votre point de vue là-dessus. Je crois pas, en fait. Au départ, il y a eu Montcalm, il y a vraiment une mémoire par séquence. Il y a quand même, on l'associe rapidement au martyr. Donc, les tombés au combat. Sacrifice. Le sacrifice ultime devant la capitale en plus de la Nouvelle-France qu'il défendait. C'est très symbolique tout ça. Il est quand même critiqué par Vaudreuil, donc des rivaux. Mais en général, il y a une image positive. Et comme je disais tout à l'heure, quand le premier historien canadien-français, Garneau, s'intéresse à lui, il partage encore cette vision-là du général martyr. Et puis Garneau, il faut se rappeler, c'est le petit-fils des contemporains de Montcalm. Donc c'est vraiment récent, tout ça. Et puis, d'ailleurs, Papineau parlait de Montcalm comme d'un grand héros. Donc au départ, la mémoire, la tradition orale est bonne pour Montcalm. C'est par la suite que ça va se gâter. Mais il y a des critiques, mais on critique surtout sa précipitation sur les plaines d'Abraham. Mais en tant que tel, ce n'est pas des critiques. Par exemple, l'abbé Casgrain ne le rejette pas complètement. C'est vraiment juste un bon général, mais on regrette qu'il ait attaqué trop rapidement. Et puis, c'est vraiment au début du 20e siècle où là, en fait, le culte du héros atteint une apothéose au point où on évoque son nom pour
pour la propagande de guerre, donc pour encourager les gens à aller au combat pendant la Première Guerre mondiale. On dit fils de Montcalm, venez sous les drapeaux. Et puis là, c'est vraiment le summum. Puis on a des statues de lui de l'époque, tout ça. Et c'est vraiment à partir des années, c'est très récent, c'est les années 1950 avec Guy Frégault, où là, on assiste à un renversement complet. En quelques années, là, Montcalm devient le général bouc émissaire. On le dépeint en impérialiste. C'est vraiment dans l'air du temps, d'ailleurs. Et puis, ça se maintient jusqu'à nos jours. Vraiment, le responsable de la défaite, si Lévis avait été là, on aurait gagné la bataille. Là, on est dans vraiment les hypothèses là, comme ça. Et puis, c'est là que la légende noire est Mais ces la plus forte. historiens, notamment Frégault, s'appuient beaucoup sur des textes de Vaudreuil. Et c'est Mhm. ça que vous dites dans votre livre, que moi j'ai compris. Vous dites, Vaudreuil dit une chose le jour de la bataille, mais il dit d'autres choses pour un petit peu rehausser son nom rapidement. Peut-être nous expliquer ça. Oui, ben, Vaudreuil, en fait, Frégault, justement, s'est collé beaucoup au récit de Vaudreuil. D'ailleurs, c'est ça, Frégault est le biographe, il a écrit Le Grand Ouais. Marquis. Donc, c'est ça, l'œuvre de Frégault, c'est beaucoup le Grand d'Iberville, Frégault. Les grands Ouais, Canadiens. les grands Canadiens. Donc, et puis, Montcalm, lui, apparaît un peu comme un problème. Et en même temps, il permet de. Mais c'est pas seulement propre à Frégault, c'est que l'image du général bouc émissaire est souvent évoquée dans différentes guerres. Ça permet de simplifier le récit d'un combat parce que la bataille des Plaines d'Abraham est assez complexe. Son déroulement, oui, elle se déroule relativement rapidement, mais est très complexe. Et puis, évoquer le général bouillant sur sa monture, qui n'écoute personne et qui se lance dans la bataille parce qu'il aime les beaux uniformes, Mm. c'est très facile, et ça permet de simplifier beaucoup. Mm. Donc, Frégault, il tombe là-dedans. Mm. Il cite beaucoup des témoins qui n'étaient pas nécessairement sur le champ de bataille. Mhm. Il met de côté des relations de gens qui étaient vraiment là et Mhm. qui ont des récits. Par exemple, Montreuil, qui était avec le prédécesseur de Montcalm, qui n'était pas, c'était pas quelqu'un de complaisant. D'ailleurs, dans ses lettres, jusqu'à un an après la mort de Montcalm, il pensait que Montcalm ne l'aimait pas. Mm. Mais quand même, dans son récit, il ne blâme pas Montcalm, au contraire. Donc, ce n'est pas quelqu'un de complaisant, mais Frégault le met de côté pour des raisons un peu obscures. En deux mots, il nous reste 10-30 secondes. Pourquoi c'est un personnage dont il faut se souvenir? En quoi il a tant marqué notre histoire? Bien évidemment, il est là à la fin. C'est le général qui, alors que du côté britannique, les généraux, il y a un roulement, c'est vraiment une porte tournante. Montcalm, lui, est toujours présent. Il a vraiment livré plusieurs campagnes. Je pense que c'est un personnage qui gagne à être connu, ne serait-ce parce qu'on a beaucoup de ses lettres, beaucoup de ses récits. C'est quelqu'un qu'on peut vraiment connaître en détail, avec ses qualités, ses défauts. Puis de ce point de vue-là, je pense que ça vaut la peine. Et puis c'est quelqu'un qui s'est intéressé beaucoup à la société coloniale autochtone aussi. Donc ça vaut la peine de lire ses écrits. Merci beaucoup, Dave Noël. Merci. Merci beaucoup.